Une nouvelle piste française pour le traitement du sida, mais la façon dont on l'a annoncé soulève déjà une polémique. Assurance chômage, les partenaires sociaux ont choisi de s'entendre, seule la CGT refuse de signer. Poussée de colère des rocardiens avant le bouclage des listes pour les législatives. Les robots domestiques, ils seront dans nos cuisines dans moins de 10 ans. Daniel Durandet a essayé Max Steel pour vous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'annonce a fait l'effet d'une bombe cet après-midi. 3 médecins français de l'hôpital Laennec à Paris auraient trouvé une nouvelle piste pour le traitement du sida. Mais ils l'ont fait après seulement une semaine d'expérimentation sur 6 malades, d'où déjà des questions et le début d'une polémique. Pourquoi un lancement fracassant comme cela se fait, c'est vrai, aux États-Unis, alors que par ailleurs on s'applique à apaiser les esprits à propos de cette maladie? Aurore Molinero. Il n'y a pas que dans l'amphi de l'hôpital Laennec que 300 journalistes se battent pour écouter la bande des trois. Even, Andrieux et Venet parlaient de leur nouvelle piste pour traquer le sida. Dans notre corps, on se bat tous les jours contre microbes et virus, à l'aide de nos défenses immunitaires et des lymphocytes, autrement dit des globules blancs. Le sida est une maladie qui touche l'immunité, qui détruit l'immunité, et qui est liée à un virus. Donc, si vous voulez, les différents traitements qui ont été essayés jusqu'à présent dans cette maladie, c'était de restaurer l'immunité, donc en donnant soit des substances qui sont normalement présentes et qui ne le sont plus dans le sida, soit des cellules, à savoir les lymphocytes. Et puis d'autres médicaments étaient bien sûr d'essayer d'inhiber le virus. Ces médicaments ont pour l'instant donné très peu de résultats. Et c'est l'idée Laennec. Au lieu d'activer nos défenses immunitaires, on va au contraire les ralentir, les mettre en hibernation. Les virus seront toujours là, mais hors d'état en principe de nuire, et des malades survivront, comme des diabétiques ou des hypertendus, avec des médicaments en permanence. C'est la première fois que des médecins français, à peine l'idée conçue, l'annoncent avec fracas. D'une certaine façon, vous congelez votre système immunitaire au lieu de l'activer. C'est ça. Il est évident que le virus du sida ne se multiplie que dans des cellules actives. Ça, c'est la première chose. D'autre part, il est probable que les lymphocytes non infectés par le virus tuent les lymphocytes infectés par le virus et se tuent entre eux. C'est un petit peu une bataille interne. Donc, on met tout le monde au repos. Les lymphocytes arrêtent de se tuer entre eux, si vous voulez, et surtout, le virus se trouve dans un lymphocyte au repos et ne peut pas se multiplier. Au repos, la cyclosporine, le traitement. Un médicament utilisé jusqu'à présent pour éviter d'éventuels rejets chez tous les greffés du monde. Peut-être une nouvelle piste, mais prudence. C'est un traitement qui n'est pas toxique, donc il n'y a aucun danger à mettre plusieurs malades sous ce traitement. Si ce traitement s'avère comme une solution efficace, eh bien tant mieux. S'il ne s'avère pas, on le saura plus vite, mais on aura essayé quelque chose sur des malades qui pour l'instant, continuent de mourir. Patrons, salariés, chômeurs, tout le monde devra faire un effort pour permettre à l'assurance chômage de combler son déficit. Tous les syndicats, sauf la CGT, ont signé le protocole d'accord mis au point la nuit dernière après 12 heures d'ultime discussion, accord valable jusqu'au 31 décembre 87. Claude Guénaud. Un accord arraché in extremis selon la CFTC et Force ouvrière. Pour la CFDT, il traduit une grande solidarité entre salariés et sans emploi. Mais la CGT, qui a refusé de signer, y voit un nouveau bradage du droit des chômeurs. Après 2 mois et une longue nuit de négociations, l'UNEDIC est donc à nouveau sur les rails pour 2 ans. Sa situation financière devrait s'assainir. Il y avait un trou de 12 milliards et la menace de ne plus pouvoir payer les prestations. L'augmentation des cotisations de 0,38% devrait dégager 10 milliards de rentrées nouvelles sur 2 ans. Patrons et salariés y contribueront pour moitié. Pour ces derniers, sur leur bulletin de paye, il s'agit de la seconde augmentation des cotisations à CEDIC en quelques mois. Plus 0,2% en juillet, autant cette fois-ci. Mais le CNPF fait valoir qu'il finance toujours les 2/3 de l'assurance chômage. Côté prestations, des petites économies. L'allocation de base sera de 40% de l'ancien salaire au lieu de 42%. La CGT a calculé qu'un smicard au chômage avec 3 200 francs y perdrait 70 francs par mois. En revanche, l'indemnisation de base est prolongée de 2 à 3 mois, ce qui favorisera les chômeurs de longue durée. Ce soir, patrons, salariés et chômeurs ont tous fait un effort pour sauver l'UNEDIC. Ils se tournent maintenant vers le gouvernement qui a promis un allègement de la dette de la caisse chômage.
Alors on était pessimiste et on avait l'impression depuis septembre que les partenaires sociaux n'arriveraient jamais à un accord et repasseraient, si je puis dire, le bébé au gouvernement. Alors est-ce que c'est cela justement que tout le monde a cherché à éviter, Henri Loret? Je crois qu'on a surtout voulu refuser la politique du pire. L'UNEDIC était au bord du dépôt de bilan, on l'a vu, il n'y avait pas de solution miracle. Alors les syndicats, CGT mis à part, et le patronat, ils sont allés chacun de leurs concessions. Certains diront même de leur sacrifice. Songez en effet que le CNPF a accepté une augmentation exceptionnelle des charges et les syndicats une augmentation des cotisations des salariés, et cela pour se rejoindre sur le terrain de la solidarité sociale, puisque, on l'a vu aussi, ce sont les plus défavorisés des chômeurs longue durée qui vont bénéficier de cette opération sauvetage. En passant, les syndicats qui ont signé, et le CNPF, ne sont pas fâchés d'avoir isolé la CGT. Ils ont montré aussi qu'ils souhaitaient conserver la maîtrise du système, en disant au pouvoir politique, en somme, pas touche à nos affaires, l'essentiel donc est sauf. Et si l'accord ne donne satisfaction à personne, c'est sans doute que ce n'est pas un mauvais accord dans les circonstances actuelles. Des rocardiens ruent dans les brancards, ou plutôt dans la composition des listes pour les législatives. Après Alfred Muller, hier dans le Bas-Rhin, qui a démissionné du Parti socialiste pour former des listes dissidentes dans sa région, un autre rocardien, Gérard Houter, député de la Haute-Garonne, a démissionné aujourd'hui de son groupe à l'Assemblée nationale. Question, Michel Rocard était-il au courant? Daniel Sportiello. Gérard Houter n'a pas l'habitude de garder la langue dans la poche. Ce rocardien de choc affirme qu'il a pris sa décision tout seul. Si certains ont vu là un coup venant de Michel Rocard, c'est une très grave erreur. Je dirais, comme pour parodier certains, lui c'est lui, moi c'est moi. C'est ma décision. Michel Rocard n'est absolument pour rien dans cette affaire. Le député de la Haute-Garonne, qui passe pour un franc-tireur au PS, n'en est pas à son premier coup. Les responsables du parti n'ont peut-être pas oublié qu'il a été le seul député socialiste à ne pas voter l'abolition de la peine de mort. C'est peut-être pour ça aussi qu'il s'est retrouvé à la 7e place de la liste des législatives, donc non éligible. J'estime que je suis écarté, parce que, dans l'ordre ou dans le désordre, je ne sais pas exactement, parce que je suis rocardien, parce que je suis assez indiscipliné de nature, j'avais prévenu que je n'accepterais en aucun cas d'être au-delà de la place numéro 3. Ayant les meilleurs résultats sans discussion dans la Haute-Garonne, il me semble que j'étais en droit d'exiger cette 3e place. Une partie de bras de fer avec Lionel Jospin, certes, mais le député rocardien a également la dent dure contre Michel Rocard, qu'il juge trop mou. J'estime que lorsqu'on fait 30%, on peut se permettre de dire « j'exige que les 42 sortants soient reconduits en position d'éligibilité. Sinon, il n'y aura pas synthèse. » Voilà ce que j'aurais fait si je m'étais appelé Michel Rocard. Alors, une liste dissidente. Le député de la Haute-Garonne veut se donner un délai de réflexion avant de franchir ce pas supplémentaire. Déclarée zone sinistrée à cause de la sécheresse il y a quelques semaines seulement, la Corse est depuis hier victime d'inondations catastrophiques. Et paradoxalement, la sécheresse ne fait qu'aggraver les choses. Véronique Bonnet. Le feu puis l'eau. En ce début d'automne, la Corse est doublement sinistrée par les éléments. Et ce, d'autant plus que la sécheresse et l'absence de végétation due aux incendies de l'été n'ont fait qu'augmenter la puissance des torrents de boue provoqués par la pluie. En effet, ces torrents, que rien ne retenait plus, ont déferlé grossissant au fur et à mesure des collines voisines pour atteindre parfois 4 mètres de haut quand ils envahissaient les rues de Bastia. Plusieurs voies d'accès restent coupées, notamment celles qui mènent à l'aéroport, et la voie ferrée arrachée sur 150 mètres est bien sûr inutilisable. Dans le sud de la ville, plusieurs maisons ont dû être évacuées et si les pluies se sont arrêtées depuis ce matin, les secours restent sur le qui-vive, car ce soir on est pessimiste à Bastia. Une nouvelle perturbation est attendue dans les 48 heures. Pour le moment, on ne les voit que dans les films où ils deviennent même parfois un peu fous. Mais dans moins de 10 ans, ils seront dans nos cuisines. Ce sont les robots domestiques comme celui-ci qui va se présenter lui-même d'ailleurs. Bonsoir. I am Max Steel. I'm ready. Voilà, bonsoir, je m'appelle Max Steel, je suis prêt. Alors, on va le faire un petit peu avancer, on ne va pas faire de grandes démonstrations. Voilà, en avant. On va lui faire aussi lever les bras. Voilà, il va ouvrir sa petite pince. Voilà, il la referme. Hop, il emporte la feuille et on peut comme ça lui faire des tas de mouvements
Apprivoiser ces robots, c'est le thème de 2 journées d'études entre industriels et scientifiques hier et aujourd'hui à Paris. Et Daniel Durandet lui a fait un test pratique cet après-midi avec Max Steel. Max Steel, c'est le premier robot de loisir commercialisé en France. Il pèse 7 kilos, il connaît 150 mots et la musique sur 2 octaves. Il préfigure ce que sera dans 5 à 6 ans le robot domestique doué d'intelligence artificielle. Mais attention, Max Steel n'est pas seulement un jouet pour enfants gâtés, un gadget valant 7000 francs. Max Steel, c'est un robot doté d'une mémoire, d'une intelligence programmable, lui donnant l'ordre, par exemple ici, d'apporter tous les jours, à 3 heures précises, le journal au présentateur de Soir 3. N'oublie pas le monde, hein. Pour ne pas rater le train de la robotique et tenter d'enrayer la marée jaune, concepteurs de matières grises et industriels français viennent d'examiner pendant 2 jours les différents champs d'application grand public de ce nouvel outil de consommation. Leur cri de guerre, faire entrer dans la vie de tous les jours les nouvelles technologies. Les robots mobiles autonomes vont très vraisemblablement, dans les années qui viennent, être pour nos enfants ce que furent les trains électriques pour nous et pour nos parents. Dans les 2-3 ans, les petits robots mobiles, autonomes, vont apparaître à l'intérieur de nos maisons et nos enfants vont jouer avec eux comme nous avons joué avec des trains électriques. Il faut mêler la capacité d'innovation technique, la capacité d'innovation sur le logiciel et puis un grand sens industriel et commercial. À mon avis, c'est une grande aventure pour l'Europe, peut-être plus même que pour la France. Dans cette grande aventure de la robotique industrielle, quelques créateurs comme Renault Automation continuent à damer le pion à bien des concepteurs étrangers. Malgré cela, la France, avec ses 3000 robots, reste encore loin derrière le Japon, 16 000 unités, et les États-Unis, 8500. En appliquant au secteur grand public ces technologies de pointe, c'est un nouveau marché qui s'ouvre désormais aux industriels, celui de l'esclave domestique. Une bonne à tout faire, capable de passer l'aspirateur, de préparer vos repas, de garder votre maison, et même d'éteindre la lumière avant de vous quitter pour son jour hebdomadaire de repos. Pour le moment, Moscou n'a toujours pas confirmé officiellement l'information que nous vous donnions hier soir. Elena Bonner, l'épouse du dissident soviétique Andrei Sakharov, aurait reçu l'autorisation de venir en Occident pour se faire soigner. Cependant, aujourd'hui, le journaliste soviétique Victor Louis, qui passe pour très bien informé, a confirmé l'information. Mona Fegé-Interman. Elena Bonner, 61 ans, a été condamnée à 5 ans d'exil intérieur pour calomnie envers l'État soviétique. Elle souffre d'une maladie des yeux. Sans soins, elle risque de devenir aveugle. Elle pourrait aller se faire soigner en Italie, où elle a déjà été traitée 2 fois. Madame Bonner acceptera-t-elle de partir sans Andrei Sakharov, qui serait à l'article de la mort, selon une dissidente soviétique? Reléguée à Gorky, une ville directement administrée par la police politique, le KGB, ses amis ne savent pas exactement où il se trouve. Alors Sakharov a fait 2 grèves de la faim pour faire pression sur les dirigeants précédents. Là, il semble que ce soit une initiative du gouvernement de l'équipe Gorbatchev et peut-être de Gorbatchev lui-même. Alors est-ce que c'est simplement un geste de bonne volonté ou alors l'amorce d'une nouvelle politique? Jusqu'où cela ira, c'est justement la question qu'on se pose. En tout cas, l'octroi d'un visa à Madame Bonner est interprété comme un geste de M. Gorbatchev pour créer un bon climat en faveur de l'URSS avant sa rencontre avec M. Reagan à Genève les 19 et les 20 novembre prochains. Ce geste est interprété aussi comme une demi-mesure, puisque Sakharov reste relégué, isolé du monde. Le problème du goulag demeure entier. Plusieurs remarques peuvent être faites quand même. M. Gorbatchev a choisi le moment pour peser sur la fragilité des diplomaties occidentales. Quand les chefs d'État occidentaux ont été reçus par le président Reagan la semaine dernière à New York, plusieurs d'entre eux ne lui ont pas caché leur embarras. Le leader soviétique fait des offres, des concessions, lui ont-ils dit? Quelle contre-proposition faire? En accordant ce visa, M. Gorbatchev agit sur un symbole à caractère émotionnel et il sait la portée que cela a, particulièrement aux États-Unis. Si les concessions se multipliaient, par exemple l'organisation d'un pont aérien en faveur des Juifs soviétiques vers Israël, le président américain n'aurait-il pas plus de mal à maintenir sa fermeté? Et que deviendrait alors le projet dit de guerre des étoiles si l'opinion américaine lui manifestait son opposition, ce que cherche justement M. Gorbatchev? La mécanique Gorbatchev ne fait que se mettre en place et elle risque bien de brouiller beaucoup de cartes.
Le gouvernement américain a mis fin hier soir, au moins provisoirement, aux exploits du célèbre gourou indien Bhagwan. Prétexte invoqué pour le mettre en prison, infraction aux lois sur l'immigration. Prétexte qui cache mal la véritable raison de son arrestation, l'influence grandissante et très rémunératrice du gourou aux États-Unis et en Europe de l'Ouest. Jean-Luc Mertens. Tout petit déjà, il pressentait les signes de la sainteté, dit la légende officielle. Son charisme subjuguait des médecins, des chercheurs et même un chef de rayon du BHV. Et pourtant, aujourd'hui, après 10 ans de bonnes vibrations, ça ne plane plus pour Bhagwan. Son avion privé vient d'être intercepté par la police américaine. Il voulait fuir, il est en prison. Tout avait pourtant bien commencé pour lui. Il fonde sa première communauté en Inde en 1974. Les adeptes sont nombreux. Il leur promet l'illumination sous condition, celle d'être solvables et de léguer leur fortune. En 1981, Bhagwan s'installe aux États-Unis, mais il laisse au fisc indien une ardoise de 1 milliard de centimes. Aujourd'hui inculpé d'infraction aux lois américaines sur l'immigration, il peut se consoler en faisant ses comptes, 500 000 adeptes revendiqués de par le monde, une énorme fortune et beaucoup de pouvoir. Trop, sans doute, le gourou n'est plus en odeur de sainteté aux USA et les taux se resserrent. Ainsi, l'une de ses anciennes compagnes vient d'être arrêtée en Allemagne. Les États-Unis réclament son extradition. On dit qu'elle est soupçonnée d'assassinat. Et puis, dernier coup du sort, dans sa prison américaine, Bhagwan n'a pu emmener son célèbre fauteuil et il se plaint amèrement de devoir dormir sur un banc de fer sans oreiller. Décidément, les gourous ne sont plus ce qu'ils étaient. Un match capital pour l'équipe de France de football demain si elle veut aller jouer la Coupe du Monde au Mexique en juin prochain. La tâche apparaît facile, elle affrontera le Luxembourg, un adversaire de modeste réputation, mais on n'est jamais trop méfiant, m'a dit Dominique Champeau. Il n'est sans doute pas utile de s'intéresser de près aux affaires du football pour savoir que l'équipe de France et sa rivale luxembourgeoise n'ont pratiquement rien de commun. L'une est championne d'Europe et vient de remporter la Coupe intercontinentale. L'autre n'a pas gagné le plus petit match officiel depuis 16 ans. Bref, entre les deux un gouffre que les traditionnelles déclarations de prudence ne suffisent pas à combler. Nous avons des exemples sans arrêt et dernièrement encore l'Espagne contre l'Islande qui se qualifie difficilement en gagnant 2-1. On voit Portugal contre Malte qui souffre mille mots pour s'imposer. Donc c'est une mise en garde et c'est justement de dire c'est un match facile, il est évident qu'on va gagner. Non, je crois qu'il faut les aborder le plus sérieusement possible avec la motivation nécessaire et avec l'envie de réussir le meilleur score possible. La plus grosse erreur qu'on pourrait faire, c'est de dire c'est une formalité. Reste que cette rencontre, dont la logique voudrait qu'elle soit à sens unique, n'est pas appréhendée de la même façon par tout le monde. Chacun ayant imaginé un scénario à sa manière. C'est une occasion de pouvoir augmenter mon capital but en équipe de France. Et ça, je ferai tout pour l'augmenter. Bref, si les uns sont prêts pour la fête, Joël Batz, lui, s'apprête à passer la soirée en solitaire. Quand on touche le ballon après une demi-heure de jeu ou plus, c'est toujours très difficile parce qu'il ne faut pas devenir spectateur. Il faut bien être dans la peau d'un joueur, non d'un spectateur. Et parfois, c'est ce qui se produit et c'est ce qui fait qu'on est surpris sur telle ou telle action. Preuve que la solitude du gardien de but, ça n'est pas que du cinéma. Elle s'appelle Sylvie Guilhem, elle a 20 ans, étoile depuis 10 mois, aujourd'hui même. Elle a le redoutable honneur de danser le Lac des Cygnes à partir de demain sur la scène de l'Opéra de Paris. Un double rôle difficile. Odette, le cygne blanc, symbole de beauté et de pureté, et Odile, le cygne noir, incarnation du mal. Rôle clé du répertoire classique, c'est pour Sylvie Guilhem une intronisation. Gérard Courchel et Fernand Divol sont rentrés éblouis de la dernière répétition.
crois que spécialement dans ce rôle, et surtout pour Sylvie, je pense qu'on a un peu affaire à un Stradivarius auquel il faut donner une âme et à mon avis qu'il faut faire vibrer. Je crois qu'un Stradivarius c'est un violon comme les autres, la seule chose c'est une facture très spéciale et il faut, je crois, avoir une patte très spéciale pour lui en faire tirer un son merveilleux. Je crois que c'est une responsabilité énorme et je suis excessivement, comment on pourrait dire, très exigeant avec ça, parce que je pense qu'on doit être très exigeant avec une danseuse de cette qualité. Je crois que c'est merveilleux. J'aime bien changer de personnage, donc ça me gêne pas en 5 minutes, le temps de l'entracte, en un quart d'heure, de changer de personnage, de changer de peau. Mais c'est pas facile parce que c'est tout à fait le contraire. Est-ce que vous avez une préférence? Non, j'ai pas de préférence. Vous aimez autant le blanc que le noir? Oui, et ils sont aussi difficiles l'un que l'autre. Le dollar en baisse aujourd'hui et comme hier, la bourse de Paris est, comme on dit, bien orientée. Henri Laurey. Alors qu'on vient de procéder à la première opération de refinancement du Trésor aux États-Unis, le dollar est en baisse sous l'effet d'une réduction des taux jour le jour et de la pression des taux japonais notamment. Le dollar est à nouveau proche des 8 francs à Paris. La bourse de Paris s'est accordée une petite pause après 3 séances de hausse qui ont fait grimper les valeurs françaises de plus de 3%. Toutefois, malgré les prises de bénéfices, l'indicateur affichait une hausse de 0,26%. Aux États-Unis, la baisse des taux est peut-être à l'origine du réveil de Wall Street ce soir. Le marché vient à peine de fermer, en enregistrant en tout cas une belle hausse du Dow Jones. Le temps demain pour terminer, la pluie tant attendue arrive. Des averses demain toute la journée sur la moitié ouest, entrecoupées de courtes éclaircies. Sur la Corse, encore beaucoup de nuages avec quelques orages, espérons moins violents que hier soir. Sur la moitié est, temps froid et brumeux. Un peu de soleil l'après-midi, mais le plus souvent, le brouillard sera tenace. Alors soyez très prudents si vous devez prendre la route pour le long week-end de la Toussaint. Les températures se rafraîchiront, pas plus de 5 à 10 degrés, vous l'avez vu dans la plupart des régions, un peu meilleur dans le Midi. Vos deux rendez-vous avec Soir 3 demain, première édition 19h, Richard Tripot, deuxième édition 22h20. Dans quelques instants, à chacun son programme, les régions prennent le relais sur FR3. Avant de vous quitter, le rappel des titres de ce journal. À demain, bonsoir. Une nouvelle piste française pour le traitement du sida, mais la façon dont on l'a annoncé soulève déjà une polémique. Assurance chômage, les partenaires sociaux ont choisi de s'entendre. Seule la CGT refuse de signer. Poussée de colère des rocardiens avant le bouclage des listes pour les législatives. Football demain France-Luxembourg au Parc des Princes. Victoire impérative pour la France si elle veut aller à Mexico en juin prochain.